Hello Louis-Félix. Oui, bonjour. Je voulais parler avec toi de crédit immobilier Mhm. en France, en Espagne, pour les internationaux, les expatriés, les gens qui habitent aux États-Unis. Enfin, on va faire plein de choses ensemble. D'accord. Pour commencer, si ça te va, présente-toi. Très bien. Donc, Louis Félix, j'ai créé Invexa il y a 18 mois environ, avec un focus premier sur les expatriés, donc les Français qui vivent à l'international, qui sont en contrat d'expatriation, contrat local et qui achètent en France. Mm. Et puis petit à petit, cette activité nous a amené à travailler avec des internationaux, donc pas forcément français, qui achètent en France, puis en Espagne. Et donc c'est une activité qui grandit un petit peu tous les jours au fur et à mesure des demandes clients. Et en 18 mois, on a financé une cinquantaine de millions d'euros à peu près. Ok, waouh, énorme, sympa. Mm. Très bon début, sachant que avant, t'es Oui. passé toi-même par la banque patrimoniale. Je suis passé par la banque, je suis passé par la case expatriée également. Donc j'ai vécu la problématique des deux côtés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'adresser ce problème. Commencer tout seul. Aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe. On parle plusieurs langues. On adresse quasiment tous les pays du monde, à part les évidents, les blacklistés, etc. Ouais. Et avec différentes solutions de financement, dont j'imagine on va parler Ah, ça, je pendant te cet confirme. échange. Je vais te poser des questions sur à peu près tout ça. Mhm. D'abord, tes clients, même si tu l'as un petit peu touché, mais tes clients parlent quelle langue et habitent où? Ok. Est-ce que tu as des pays et des langues en particulier que tu couvres? Oui, bien sûr, on a quand même un gros axe américain. Et ça, c'est une volonté dès le départ. En tant qu'entrepreneur, on essaye d'adresser un problème. Et aujourd'hui, pour les US, qu'ils soient nationaux US ou nationaux français, à cause de FATCA, qui est une régulation américaine, c'est extrêmement compliqué de se faire financer en Europe en général et en France en particulier. Donc je dirais que quasiment la moitié de nos clients sont aux US, avec une majorité de Français et de plus en plus par le bouche à oreille d'Américains aussi. Ouais. Et ce sont deux, on va dire, catégories de clients qui ont des achats complètement différents, avec le Français qui va plutôt faire du locatif pour préparer sa retraite, Ouais. et l'étranger qui va plutôt faire du secondaire, qui va éventuellement louer à la semaine dans les zones classiques, Paris, Côte d'Azur, un peu les Alpes, et sur des montants un peu plus élevés. Après les US, on travaille beaucoup avec le UK, qui a aussi beaucoup de problématiques à se faire financer depuis le Brexit. Et puis après, je dirais que on a une majorité, quand on prend le reste, à Singapour. Et après, on en a partout parce que nos clients de Singapour nous recommandent nos collègues de Hong Kong, qui lui-même nous recommandent nos collègues qui en Espagne, en Allemagne, etc. Donc gros focus US, si on résume, UK, Singapour, et après, c'est un peu partout. Ok, oui, parce que on parle de résidence fiscale. Hein. On parle de résidence fiscale, et dans ces résidences fiscales, on a des Français et des locaux. Ok, très cool. Oui, c'est marrant que tu dises ça parce que nous, ça nous est arrivé récemment que justement un résident fiscal de Singapour nous recommande un résident fiscal de Hong Kong. Et parce que ça peut être par exemple des gens qui travaillent en banque d'investissement. Par exemple. Et donc en fait, tu passes de Singapour à Hong Kong comme tu Tout à passerais fait. de Paris à Londres. Exactement, c'est très classique. Ils sont dans la même boîte, ils sont entre collègues. Le monde des expatriés, c'est quand même un monde très petit. Le monde des internationaux qui achètent en France, ils se connaissent. Ils achètent en France parce que le copain a acheté en France ou en Espagne. Donc oui, c'est un petit monde. Et à chaque fois qu'on a un client, j'imagine que pour toi c'est pareil, s'il est satisfait, le bouche à oreille va assez vite derrière. Ah bah ça, c'est notre canal d'acquisition principal. Évidemment. Nous, on a même sur notre site, on a mis un onglet Success Stories dans lequel j'ai fait un truc de psychopathe où j'ai mis le nombre de clients qui ont acheté X fois avec nous. D'accord. Donc là, le record pour l'instant, c'est 4. Wow. 4 apparts achetés par le même client. On en a 2 qui ont déjà fait ça. Okay. Après, 3, on en a déjà 4 ou 5, machin. Et le bouche à oreille cartonne parce que sur l'invest locatif, tout comme sur le financement, les gens cherchent une seule chose, c'est quelqu'un de confiance. Exactement. La confiance, et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on baigne au quotidien. C'est l'élément numéro 1 pour ces gens-là. Ils nous confient quand même beaucoup d'informations. Ils nous confient leurs projets, leur avenir d'une certaine manière. Et la confiance est hyper importante. Et ce qu'il faut, tu parlais des repeats, quelque part, des clients qui reviennent plusieurs fois. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit. Le client américain fortuné, peut-être que dans les années 80, il réfléchissait, est-ce que j'achète à Nice ou à Cannes? Aujourd'hui, il réfléchit, il hésite entre Nice et Ibiza. Ouais. Donc le monde a complètement changé. Et c'est aussi pour ça, comme vous, qu'on adresse plusieurs marchés. Parce que vu de l'extérieur, c'en est un seul et unique. J'ai une histoire. Mois dernier, on a fait acheter un investissement locatif d'un Français qui habite à Los Angeles, qui d'ailleurs a des boulangeries françaises, entrepreneur.
Et on lui a J'en fait ai faire- plusieurs qui cochent ces cases-là, des clients Voilà. comme ça, donc ça Ouais, peut tu être vois, l'un d'entre nous. et Ouais. investissement locatif à Valence. Ok. Donc, pur invest locatif. Il n'est Mhm. jamais venu, etc. Mais donc, effectivement, français qui fait un invest locatif. Bien sûr, Ça correspond à ce que tu dis. ça me surprend pas. On va faire un peu les bases du Ouais. financement pour un résident fiscal des États-Unis qui Mhm. veut acheter en France. D'accord, Ou alors qui veut acheter en Espagne. On va Ok. couvrir un peu les deux, justement. très bien. Commençons par le résident fiscal des États-Unis qui veut acheter un appartement à Paris, que ce soit un invest locatif ou alors une résidence secondaire. Oui. Et donc, il gagne sa vie en US dollars. Oui. Quelles conditions il peut obtenir? Comment il peut se faire financer en travaillant avec toi? Alors, je vais répondre un petit peu ce que je réponds aux clients à chaque fois. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais on va pouvoir les couvrir ensemble. Ça dépend où il achète. Parce qu'en France, on a quand même des banques nationales et des banques locales. Ouais. Et parfois, selon les endroits, on peut avoir des banques locales. Je donne l'exemple de la Côte d'Azur. Ils ont l'habitude d'une clientèle internationale. Ils ont des conditions parfois adaptées à cette clientèle. Alors que s'il va acheter en Bourgogne, peut-être que le Crédit Agricole local ne sait pas faire. Oui. Donc ça dépend où il achète. Sa nationalité, est-ce qu'il est français ou américain? Qu'est-ce que ça change? Ça change. La garantie et le cautionnement peut s'appliquer ou non selon la nationalité. Et donc la demande d'apport, par exemple, peut varier. Alors, commençons par je suis français, j'habite, je travaille à New York et je veux acheter une résidence secondaire à Paris. Ok. Là, dans ces cas-là... Résidence secondaire de quel budget? Je suis désolé, je suis Ouais, obligé d'être bien un petit sûr, peu logique. précis. Allez, 1 million. Ok, 1 million, très bien. On peut avoir deux cas de figure. On va essayer de résumer et simplifier. Le cas de figure où le client souhaite un objectif de mensualité en tête, et donc il est conscient qu'il va falloir mettre un apport en face. Et donc à ce moment-là, les banques en général vont demander un apport de 10 à 20%. Donc ce n'est pas du tout les 30 ou 40 qu'on peut lire un peu partout. 10 à 20% d'apport, hors frais, on s'entend. Ouais. Et en termes de taux, on va avoir, alors ça change tous les mois, on va essayer de répondre d'une manière où on pourra suivre. Sur meilleur taux, on va toujours réussir à avoir un bon taux. Il y a les catégories taux excellent, bon taux, moyen, etc. On va toujours être dans la fourchette du bon taux. Oh, c'est super. Donc je pense que, parce que évidemment, le meilleur taux, c'est quand même un cas unique très souvent. On est dans le bon taux, donc c'est quand même quelque chose de très compétitif pour le client. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où le client veut un financement à 100%. Quelle durée juste? 20 ans. Okay. On aura beaucoup de mal à aller à 25. Sur 10 ans ou 15 ans, on va avoir le problème du taux d'usure. Donc 20, c'est vraiment le sweet spot, on va dire, pour les banques et pour le client. Ok, donc si j'achète, je suis résident fiscal aux États-Unis, français qui habite New York par exemple, qui s'achète une résidence secondaire à Paris, j'achète un appart à 1 million, il va falloir que je mette 10 à 20% d'apport sur le prix du bien, donc entre 100 000 et 200 000, plus les frais de notaire, donc là on va parler de 80 000 de plus. Tout à fait. Et donc effectivement, je ferai un apport total de 180 ou 280 000. Quoi. Okay. C'est ça, exactement. Et après, on peut avoir des solutions de financement à 100%, où on ira voir des banques qui proposent plutôt que mettre un apport, de placer un collatéral chez elles, c'est-à-dire de déplacer des avoirs financiers à mettre souvent en gestion dans un portefeuille auprès de la banque. Et en échange de cela, la banque prête 100% de la somme. Donc pour le client qui veut plutôt faire de l'effet de levier et profiter des taux bas relatifs en France versus ce qu'il peut avoir aux États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est 7, 8, 9%. On a 7, 8 exactement. Et puis surtout, le portefeuille, pendant ce temps-là, il travaille, il prend de la valeur. Donc le client, s'il a une vraie capacité de remboursement intéressante et qu'il veut faire de l'effet de levier, on peut aller voir à ce moment-là des partenaires qui travaillent de cette manière. Et donc, on a un vrai financement à 100%. Ok. Donc alors, pour aller au bout, reprenons le client qui habite New York, qui est résident fiscal et qui achète une résidence secondaire à 1 million à Paris, qui veut avoir un levier à 100%. Donc là, on ne fera pas de l'hypothécaire classique avec 10-20% d'apport plus frais, mais on fera du collatéral. Tout à fait. Sur ce collatéral-là, pour arriver à avoir le financement à 100%, ça veut dire qu'il faut que je mette quoi? 1 million en compte titre via la banque, ou c'est quoi l'exact? Ce sera à peu près 30%. Donc en fait, en plaçant 300 000 à la banque, j'ai un financement d'1 million à des taux pareils, on va dire des bons taux, voire même un peu mieux, parce que la banque, son objectif, c'est quand même rentabiliser la relation. Et donc sur le collatéral, elle va aussi la rentabiliser partiellement. Donc on peut même avoir des taux plus compétitifs à l'emprunt. Ok, donc alors, ça c'est génial. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est il suffit de placer 30% du montant emprunté parce que du coup, la banque a une double garantie. Elle a à la fois les titres
placé chez elle, donc 30% du prix du bien, Oui, et la garantie hypothécaire sur le bien acheté. exactement. Exactement. Et le client, qui lui aussi doit être content, c'est quand même le but, à 100% de financement à des taux très compétitifs. Hyper cool. Quid du financement Crédit Lombard? Crédit Lombard. Ouais. Alors, faisable aussi, évidemment. Le Crédit Lombard, on revient un petit peu sur le principe. Oui. Ouais. Crédit Lombard, le principe est relativement simple. Cette fois-ci, on ne parle plus de garantie hypothécaire. La seule garantie, c'est le portefeuille du client. Et donc, la banque va demander un certain montant, évidemment, pour pouvoir en prêter. Ce montant de garantie, comment est-il défini? Tout dépend de ce qu'il y a dans le portefeuille. Donc, si on a des actions, des obligations, un mix, etc., c'est en fonction de ça qu'on va calculer en face le montant qu'on peut prêter. Pour faire des choses très simples, partons du principe que c'est un portefeuille d'actions diversifiées ou d'ETF classique. J'ai 7-8 ETF, j'ai une petite dizaine d'actions avec un petit peu de tout dedans. La banque va demander, si on prend l'exemple d'1 million, 1,3 million en général, pour prêter 1 million. Ok. En revanche, pas besoin de justifier de salaire, pas besoin de justifier de revenus, pas besoin de justifier de quoi que ce soit. La garantie, c'est le cash. Point. Ok. Et donc, ça signifie que pour que ça fonctionne, au sein de la banque qui va me faire ce Crédit Lombard, Oui. il faut que j'ai un compte titre dans lequel il y ait ces ETF, ces actions, etc. Tout à fait. Tout à fait. On peut pas. Ce que va refuser une banque, c'est de prendre une garantie sur des avoirs qu'elle ne détient pas en ses livres. On ne peut pas aller dans la banque A et prendre en garantie les fonds qui sont à la banque B. Ok. Donc il faut bien qu'ils soient logés auprès de la banque. Après, c'est des titres qui peuvent être en gestion discrétionnaire, c'est-à-dire au choix du client. Il y a différentes formules qui existent. Mais en effet, cela permet notamment, par exemple, pour les personnes qui ont pris leur retraite, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, qui ont arrêté leur activité, voilà, qui n'ont pas une source de revenus régulière, eh bien de profiter quand même de l'effet du crédit. Ok, super cool. Par contre, si moi je suis résident fiscal aux États-Unis, peut-être que jusque-là, mes comptes titres, mes ETF, etc., étaient dans une banque américaine, ou alors sur des acteurs même en ligne, eToro, etc. Exactement. Voilà. Et donc, si je veux pouvoir faire ça, ça veut dire que je dois liquider mes positions, puis les réouvrir dans la banque. C'est ça? Très souvent, si on passe par une gestion de portefeuille par la banque, en effet, la première chose qu'elle va faire, c'est liquider les positions pour elle-même prendre les siennes selon ses convictions. Sinon, on peut passer par ce qu'on appelle une gestion discrétionnaire, une gestion conseillée, c'est-à-dire une gestion en concert avec la banque, où là, on peut quand même garder certaines positions en alignement avec les intérêts de tout le monde. Donc, il existe quand même des solutions intermédiaires. En revanche, il faudra toujours bien déplacer, qu'on soit sur eToro, sur Interactive Brokers ou n'importe quoi. Et on peut faire un transfert, ça existe un transfert des titres qu'on a, un transfert des ETF. Bien sûr, bien sûr. Ok, ça c'est très cool. Maintenant, peut-être, je voulais parler... En complément quand même. Ouais. Notamment pour les États-Unis, parce que c'est un point très sensible, on peut trouver des solutions avec des fonds qui restent aux États-Unis sans avoir besoin de les rapatrier en France. Et on peut faire quand même du Lombard dessus ou les utiliser comme collatéral pour faire un prêt immobilier dans le cadre des 30% dont on parlait. Ok, c'est super intéressant. Dans le cadre du Crédit Lombard, avantage, c'est que j'imagine qu'on peut aller chercher du in fine, où je ne rembourse pas le capital, je ne paye uniquement les intérêts. Tout à fait. Et à ce moment-là, on va plutôt être sur du quoi? Euribor plus 2? C'est du variable, c'est du taux variable. Souvent, le taux dépend du montant. Plus on a un montant important, plus la banque est contente. Et donc, plus on a un taux favorable. Et on peut aller jusqu'à Euribor plus 2, enfin Euribor 3 mois plus 2. On peut aussi descendre jusqu'à Euribor plus 1,10, 1,20, 1,30 pour des montants, on va dire, supérieurs à 3 millions d'euros. Ok, oui. Ça, c'est super. Et en effet, c'est une formule très prisée par la clientèle fortunée, parce que très souvent, quand ils font une acquisition d'un bien premium, ils ne s'y projettent pas pour les 20 prochaines années. Ils achètent un bien, ils savent acheter en général, on le constate. Ils l'utilisent pendant 5, 6, 7, 8 ans, ils le revendent, ils vont acheter autre chose. Et à ce moment-là, souvent, s'ils ont bien acheté, ils réalisent une plus-value. Et en réalité, le capital, ils ne l'ont jamais remboursé. Ils remboursent le crédit au moment de la vente. Entre deux, ils ont payé que des intérêts. Et ils repartent sur une autre acquisition. Oui. Donc en termes de gestion du cash flow, c'est très optimisé. Ouais, et puis si c'est un vrai in fine et non pas un délai de 5, 7, 10 ans, peu importe, ça veut dire que c'est un crédit roulant et donc en fait, il n'y a pas d'obligation de remboursement. Exactement. Ok, ça c'est génial.
Qu'est-ce que je voulais dire? Parlons de la géographie encore. Oui. Pourquoi? Parce que j'aimerais te questionner sur les clients qui sont résidents fiscaux et donc qui potentiellement gagnent leur vie dans les monnaies tu vois, par exemple les dirhams de Dubaï, la monnaie de Qatar, Oui. tu vois, même les dirhams du Maroc, etc. Oui. Est-ce que tu arrives à financer les gens qui justement gagnent leur vie dans ces monnaies-là, gagnent leur vie en dollars de Singapour, Oui. en dollars de Hong Kong? Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'essentiel de nos clients, qu'ils soient français ou ce qu'on appelle non-résidents, non-résidents non français, gagnent leur vie en devise locale. Même un salarié de Deutsche Bank à Singapour, il gagne sa vie en Singapour dollars. Donc la devise n'est pas un souci. Si on parle de la péninsule et des Émirats en particulier, on sait qu'il y a certaines banques pour lesquelles c'est compliqué de financer. Parce qu'il existe aujourd'hui plein de classements dans les pays selon les politiques locales de transparence fiscale, transparence par rapport au mouvement des flux, etc. Donc sur les banques classiques, ce sera parfois compliqué de financer les clients. En revanche, il existe, et c'est assez peu connu, et c'est peut-être volontaire de leur part, mais des succursales de banques locales. Parfois, on a juste une agence à Paris, par exemple, qui savent financer ses clients. Aujourd'hui, on est en train de faire plusieurs opérations sur des Émiratis, des personnes d'Arabie Saoudite qui achètent à Paris, qui achètent sur la Côte d'Azur. On est capable de les financer via ces succursales qui ont vraiment, c'est presque une ambassade de la banque en France, et on est capable de le faire. Ouais. Et c'est une très bonne connaissance du marché local, soit en France ou en Espagne. Et donc, même un peu les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'en termes de crédit hypothécaire pour quelqu'un qui gagne sa vie, donc en monnaie du Qatar, de Dubaï, de Hong Kong, de machin, on va être sur, pareil, 10 ou 20% d'apport si c'est un crédit hypothécaire plus les frais, ou alors est-ce qu'on va monter un petit peu plus? Il demande un petit peu plus d'apport. Selon les établissements, ça va être entre 30 et 40% d'apport. Ok. Et ensuite, ils financent. Par contre, il y a une certaine flexibilité sur le financement, la capacité à rembourser par anticipation, la capacité à faire du in fine. Donc la flexibilité que l'on n'a pas sur l'apport, on va la récupérer sur d'autres éléments du crédit. Donc le client s'y retrouve. D'autant plus que l'apport peut très bien être financé par du Lombard, par le client auprès de son établissement. Il n'est pas obligé de sortir l'argent de sa poche. Ouais. Donc aujourd'hui, notamment sur la clientèle internationale, faire cet apport, c'est pas une problématique du tout. Oui, parce que ce que tu dis, c'est que si jamais la banque me demande, donc par exemple, on va prendre l'exemple de Dubaï, si on a de l'argent, qu'on gagne sa vie en AED, en dirham de Dubaï, que la banque du coup française pour acheter un bien à Paris me demande 30 à 40% d'apport, en réalité, si je place, on va dire le double de ça, par exemple 600 000 sur des comptes titres, et qu'elle me fait du coup un crédit Lombard de la moitié, je prends ça, à ce moment-là, je couvre l'apport et ça suffit. Quoi. Exactement. Les pourcentages dont on parle, c'est vraiment la partie garantie par l'hypothèque, d'une certaine manière. Pour la partie apport, le client a deux options, c'est très simple. Soit il le sort de sa poche parce que c'est ce qui lui convient à ce moment-là, parce que ça lui fait des mensualités plus faibles, etc. Soit il fait un Lombard en local, en France, avec son courtier en ligne. Certains courtiers en ligne peuvent le faire parfois. Il a différents moyens de faire. Oui, j'ai entendu cette possibilité-là récemment pour des clients résidents fiscaux en Suisse, où ils le faisaient avec Swissquote. Donc, leader sur le marché, très peu cher, capacité d'emprunt en live sur la plateforme. Je sais à tout le monde ce que je dois retirer. Appel de marge, on n'en a pas parlé, mais si les marchés bercent fortement, il faut peut-être éventuellement remettre au panier. Mais tout est en ligne, disponible. On tire sur la ligne de crédit comme on le souhaite. Swissquote aujourd'hui, qui a aussi une filiale au Luxembourg, c'est vraiment en ligne la meilleure solution pour faire du Lombard. Certaines nationalités, notamment US, pour les raisons fiscales dont on a parlé, n'y ont pas accès. Mais pour énormément de non-résidents, c'est aujourd'hui une solution qui fonctionne très très bien. Et aux États-Unis, il y a une plateforme comme ça pour faire du digital, pour faire du Lombard? Aux États-Unis, le Lombard, qui s'appelle le back-to-back, est très commun, c'est très courant. Beaucoup de banques le pratiquent. C'est beaucoup plus disponible qu'en France et qu'en Europe. En revanche, évidemment, c'est plus cher. On revient sur la problématique de taux, où en Europe, on est quand même assez privilégié sur le prix de l'argent. Et donc, aux États-Unis, c'est très disponible. Les clients n'auront aucun problème à le faire. En revanche, ce sera au prix local. Ok, ça me va. Et un autre type de client et type de choses dont je voulais parler avec toi, c'était
un peu maintenant l'inverse. Oui. Tu disais que en fait, tu as Invexa pour les gens qui veulent acheter en France Oui. et tu as Invexa pour les gens qui veulent acheter en Espagne. Oui. À ce moment-là, maintenant, si ça te va, on va faire un focus là-dessus. Donc, dis-moi un petit peu dans quel scénario tu peux aider des gens à acheter en Espagne, à faire financer leur achat en Espagne, pour être précis, et sous quel type de crédit. Est-ce que c'est forcément des résidents fiscaux français? Est-ce que ça peut être des résidents fiscaux aux États-Unis? Je reviens là-dessus. Parle-nous un petit peu de ça. Oui. Aujourd'hui, en Espagne, on s'est accompagné à peu près tous les types de résidences fiscales, avec quand même un accent sur les achats premium, donc à partir d'1 million d'euros, Ok. où là, on va pouvoir solliciter des banques espagnoles ou européennes de manière générale, et on va aller chercher des financements à 100% qui souvent seront structurés un petit peu de la même manière qu'en France, à savoir une partie hypothécaire, une partie lombard, pour couvrir l'intégralité du montant financé à des taux très compétitifs. Puisqu'on parle de taux européens, non pas de taux étrangers. Donc ça, on sait très bien faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a développé, car nos clients, après avoir acheté à Paris, peuvent aller acheter à Madrid, peuvent aller acheter à Ibiza. Donc aujourd'hui, c'est un accès au financement qui est quand même simplifié par notre intermédiaire, par les partenariats qu'on a développés, sur du financement à 100%. C'est sur quoi on se concentre pour ce type d'achat. Ok, donc par exemple, un cas précis, admettons que je veux acheter un appartement à 1 million d'euros à Madrid ou à Valence. Donc c'est les Oui. deux villes qu'on travaille le plus, Madrid Oui. et Valencia. Oui. Je suis résident fiscal de Paris ou de New York ou je sais pas quoi. Enfin, et donc du coup, la partie hypothécaire, Oui. donc les 70, Oui. ça serait sur la base d'un bien net de dette en France ou alors c'est en Espagne? C'est quoi Alors, le on a les chemin? deux options. On a les deux options. Partons du plus simple, à savoir j'achète à Madrid ou à Ibiza, par Ouais. exemple, qui sont des spots quand même que la clientèle internationale recherche. Ouais. L'hypothèque est prise sur le bien que l'on achète, comme n'importe quel type de transaction. Et la banque, en complément, va demander à gérer des avoirs, comme elle peut le faire sur le marché français. Et grâce à la gestion de ces avoirs, souvent 30% aussi, c'est un petit peu un standard dans l'industrie, elle va pouvoir faire un financement à 100%. Un autre exemple que je peux te donner, une cliente internationale qui achète à Paris. On a fait financer par une banque européenne à 100%, qui demande 30% de collatéral et un minimum de dépôt d'1 million. Ouais. Okay. Le collatéral nanti pour la première opération était inférieur à 1 million. C'est-à-dire qu'il restait un solde non nanti. On a utilisé ce solde non nanti comme collatéral pour aller financer une opération à Ibiza. Donc la cliente, avec la même banque, avec un seul dépôt, a pu financer à Paris et à Ibiza. Ok, hyper intéressant. Dans le premier scénario, tu parlais d'un financement avec un pourcentage du prix du bien avec une garantie hypothécaire. Oui. Mais si toi, tu fais ça, tu essaies de faire ça, la garantie hypothécaire, une banque française ne prend pas une garantie hypothécaire sur un bien espagnol. Donc là, du coup... Peu de banques le font. Très peu. J'en connais aucune. Tu connais une banque française qui arrive à prendre une garantie hypothécaire sur un bien qui est à Madrid? Oui. Ok, génial. Ça, c'est... Banque privée. Donc une fois de plus, on retombe sur le premium. Ouais. Souvent, les banques privées peuvent avoir ce type de flexibilité. Mais oui, j'en ai deux en tête qui peuvent le faire. Il faut déposer chez elles minimum 1 million. En revanche, derrière, elles savent parfaitement financer depuis la France ce type d'acquisition. Or, souvent, quelque chose qui est à noter, sur les biens premium, souvent, ça reste conscrit à des zones premium sur lesquelles on a des liquidités pour ce type de biens. Donc en Espagne, on parle en général Madrid, Marbella, Ibiza, un peu les Canaries. Oui, ils ont leur ville. Exactement. Cela dit, ça m'étonnerait qu'ils n'arrivent pas à le faire sur Valence. De manière générale, dans la finance, à partir du moment où on a l'argent, tout est possible. Oui. Donc si le client en vaut la peine, il saura le faire. Oui, il faut prouver la liquidité de la chose. Mais bon, si c'est une grande ville, globalement, une grande ville ou une destination de luxe identifiée, il n'y a pas de sujet, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, plutôt sur une espèce d'étude patrimoniale globale où de toute façon, ça va toujours être une histoire de garantie collatérale, de capacité d'emprunt, etc. etc. Ok, mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un qui a déjà un certain niveau de patrimoine en France, qui veut s'acheter une résidence secondaire au-delà de 1 million à Madrid, par exemple, pourrait le faire dans des garanties, dans des pourcentages de financement allant jusqu'à 100%, du coup. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a couvert
avec cette explication le premier cas, à savoir prise de garantie hypothécaire en Espagne. La deuxième, tu m'interrogeais, prise de garantie hypothécaire en France. Aujourd'hui, c'est faisable également. Donc, il faut bien entendu que le bien soit libre de dette. Il faut, car on m'a souvent sollicité pour ça, tout de même que le client soit résident fiscal français. Ouais. C'est quand même nettement plus simple pour l'expatrié qui aurait un bien en France, etc. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés. Il faut être aussi honnête avec ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, en revanche, pour le résident fiscal français, qui j'imagine représente une part importante de la clientèle, qui a un bien en France libre de dette, on peut prendre ce bien en garantie et aller quelque part rendre liquide une partie de ce bien pour aller faire une transaction en Espagne. Ok. Alors justement, récemment, j'ai eu le cas. Oui. J'ai eu un client qui avait un bien, on va dire, valeur à peu près 1 million d'euros à Paris. D'accord. Et donc, il a monté un financement via un courtier en financement d'ailleurs. Donc, c'était peut-être avec toi. Où ils sont allés chercher ce financement-là en faisant une garantie hypothécaire sur le bien net de dette français, mais auprès d'une banque belge qui était CKV, désormais Banque B ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, Banque B, oui, tout à fait. Et, très connu sur le marché pour faire ce type d'opération. Oui. Et donc, de tête, ils sont allés jusqu'à 70% de la valeur du bien. Tout à fait, tout à fait. Alors, les taux ne sont pas exactement les mêmes que sur le prêt immobilier. Ils sont un petit peu plus élevés. Il faut compter à peu près 1 point de plus. Oui, c'était exactement ça. Tout de même. Mais en effet, c'est une opération tout à fait réalisable. Banque B est un des acteurs principaux de ce marché-là. Il y en a d'autres. Mais oui, c'est exactement ça. Bah là, tu vois, c'est super parce que ce que ça leur a permis de faire, c'est que donc 1 million, 70%, ça fait 700 000. Ils savaient qu'ils pouvaient faire jusqu'à 700 000 euros d'immobilier en Espagne sur la base de la garantie de ce bien à Paris. Et donc, c'est génial. Ils ont fait un premier projet à Valencia et un deuxième projet à Valencia. Ils ont enchaîné les projets comme ça parce que c'était très simple de le faire depuis la France. Il y a un côté, la langue facile, etc. La langue, la documentation, les échanges. Et puis surtout, quand on passe par ce type de montage, plutôt que démontrer la valeur du bien que l'on achète et donc de limiter, entre guillemets, le financement à ce montant-là, là, on va aller chercher la liquidité sur un bien existant. Et donc, dès le départ, on a une enveloppe. Et après, cette enveloppe, on peut la traiter sur une opération, sur plusieurs. On a plus de flexibilité. Oui. Canon, ça, c'est super utile. Est-ce que, on va clôturer tranquillement là, sur les 3 prochaines minutes, est-ce qu'il y a des choses, des types de clients, des types de financement, des choses que tu fais qui valent le coup et dont tu veux parler, qu'on en profite aussi, des choses qu'on n'aurait pas forcément couvertes? Je pense que l'accent aujourd'hui que nous, on met, et je pense que toi, tu essayes aussi d'une certaine manière, c'est sur la clientèle US, qui aujourd'hui a quand même énormément de difficultés à se faire financer en Europe. Ouais. On arrive, avec notre expérience, avec nos contacts, à le faire, que ce soit pour la France ou l'Espagne, à de bonnes conditions. Pour le UK, je dirais que c'est pareil. Donc, ne pas se freiner, en fait. Nous consulter, vous consulter pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, une fois de plus, quand le client a les moyens, ça peut être le capital ou les flux, on peut trouver des solutions. Faut parfois faire certaines concessions, certes, mais on peut trouver des solutions, même parfois assez inventives, mais qui permettent de mener à bien le projet client avec des financements, même si dans certains cas, ils sont un peu plus chers que sur le marché tel qu'on peut le constater, qui restent extrêmement avantageuses au vu des conditions à l'international que l'on retrouve. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, tu as vécu au Mexique. Les taux d'intérêt au Mexique, moi j'ai des clients... on a plus de 15%. Hein. Je sais, j'ai des clients entrepreneurs au Mexique, justement, effectivement. Et lui, il me disait 12-13% là récemment sur un de ses projets. Et donc, c'est pour ça que lui aussi, il a investi avec nous en Espagne. Bien sûr. Là, je viens d'avoir un client qu'on va accompagner qui est résident fiscal et entrepreneur au Honduras. Ok. Je ne veux même pas lui demander les taux d'intérêt parce que ça va être 40%. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est des destinations dans lesquelles les taux d'intérêt sont fous. Et pour revenir sur les États-Unis, effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, les résidents fiscaux des États-Unis, parce qu'en fait, il y a une réelle problématique qu'on voit très souvent et que c'est de manière certaine toi aussi, c'est des gens qui, par exemple, ont des très bons niveaux de rémunération, etc., par exemple à New York ou n'importe où dans les grandes villes américaines, mais qui quand même sont européens, donc à un moment donné, ils veulent revenir en Europe. Et en fait, leverager, tant qu'ils ont des gros salaires, c'est super intéressant. Pas plus tard que ce matin, on me posait la question,
des Français qui sont aux US, les deux travaillent dans la tech, super salaire, etc. Ils se posent la question de rentrer. Évidemment, s'ils rentrent, ça veut dire alors soit ils négocient avec leur employeur actuel un retour en France, ce sera certainement pas aux mêmes conditions, ou ils arrêtent et ils reprennent un job ici, ce sera quoi qu'il arrive pas les mêmes conditions. Et ils me posaient la question, est-ce qu'on achète maintenant, est-ce qu'on attend, etc. C'est pas compliqué. Si vous attendez de revenir, il faut passer la période d'essai. Déjà, il faut trouver un boulot, il faut passer la période d'essai, ce ne sera pas les mêmes salaires. Vous êtes habitué à un certain standing quand même, à une certaine surface, à certains, je dirais, services ou atouts dans la maison ou dans l'appartement. Achetez tant que vous êtes là-bas. En fait, si vous savez où vous voulez acheter, monétisez vos salaires élevés. Si vous êtes sûr de vous, faites-le. En fait, vous avez une capacité d'emprunt qui est nettement supérieure quand vous êtes à l'étranger, plutôt que si vous attendez de revenir et d'avoir des salaires français. Ah oui, ça c'est clair. D'ailleurs, je l'avais vu ça, c'est rigolo que tu en parles. Je l'avais vu sur des posts LinkedIn que tu avais fait, où tu disais justement une des plus grosses erreurs des expats, c'est de ne pas comprendre que tant que vous êtes expat, c'est maintenant. En fait, c'est le moment, exactement. Et peut-être que par certaines banques vous font payer une surprime, mais on parle de 0,10, 0,20 sur les montants d'investissement locatif de 2, 3, 4, 500, ça ne représente rien. En fait, c'est non significatif versus l'effet de levier, où si vous étiez en France, vous pourriez faire une opération, et avec vos salaires aujourd'hui, vous pouvez en faire une par an ou une tous les 2 ans. Donc évidemment, il faut optimiser ça. Et le deuxième point, et je le rencontre régulièrement, les clients viennent nous voir et nous demandent des conditions en fonction des idées toutes préfaites qu'ils ont en tête ou des préjugés qu'ils ont. À savoir, la dernière fois, c'était un client qui achète 2,5 millions dans les Alpes, un gros montant, qui dit voilà, je veux mettre 30% d'apport et mon objectif, c'est le meilleur taux. Et au bout d'une demi-heure, je me suis aperçu qu'il veut mettre 30% d'apport parce qu'il pense qu'en mettant 30% d'apport, il aura un meilleur taux. Il a fallu que je reformule la question peut-être 3-4 fois pour obtenir la bonne réponse. Et en réalité, son seul objectif, c'est d'avoir le meilleur taux, c'est pas de mettre 30% d'apport. D'accord, ouais. Et donc peut-être qu'avec seulement 10 et le bon partenaire et la bonne contrepartie commerciale qu'on va essayer de négocier avec la banque, il aura le meilleur taux sans avoir besoin de mettre 20% de 2,5 millions, c'est 500 000 de différence quand même au départ. Ouais, et puis on revient sur le fait, ce que tu touchais tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que de mettre les 30% d'apport, si la banque lui demande que 10, pourquoi pas les 20 complémentaires, s'il les a, il les met sur des investissements qui peuvent servir de collatéral, pourquoi pas il met du Lombard dedans. Qui vont prendre de la valeur, qui vont, etc. Donc ce qui est important quand les clients viennent nous voir, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre objectif, et non pas quel est le moyen que vous pensez qui va vous permettre de les obtenir. Ça, c'est notre travail, d'être créatif et d'essayer de trouver des solutions. Génial. Donc, pour conclure, si on veut, je ne sais pas si ça arrive, est-ce que les clients veulent d'abord préqualifier ou te contactent pour faire une espèce d'étude de préfinancement ou pas? Oui, aujourd'hui, on a vraiment 2 clientèles. On a les clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont signé quelque chose, qui gagnent très bien leur vie à l'étranger, et donc ils pensaient qu'on allait leur dérouler le tapis rouge, ce qui n'est pas du tout le cas, on leur ferme plutôt la porte. Ouais. Donc qui sont dans une situation, je qualifierais d'urgente quelque part. Ouais. Et on a aussi les clients qui préparent leur investissement parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer en France pendant 2-3 semaines, parce qu'ils y réfléchissent depuis longtemps, etc. Ils viennent nous voir, et c'est quand même souvent la bonne démarche. Ça nous permet de leur expliquer quelles sont les conditions qu'ils auront, de calculer avec eux un budget réaliste. Et donc, le jour où ils vont visiter des biens, ils savent déjà ce qu'ils peuvent faire ou pas, ce à quoi ils peuvent prétendre. Et donc, beaucoup de certitude au moment de la négociation. Ça me fait penser à ça. J'ai des clients qui viennent d'arriver du Qatar là, pour acheter un appartement à Marseille, à peu près 350 000, tu vois, quelque chose comme ça, genre résidence secondaire pour un potentiel retour futur un jour, enfin, pied-à-terre pour l'instant, on va dire. Et ils gagnent leur vie en monnaie du Qatar. Donc, tu vois, du coup, typiquement, le genre de client où en fait, ils ont absolument besoin de toi, il faut que je leur donne ton contact. Si on veut te contacter, on fait quoi? On va sur invexa.fr. Prenez rendez-vous. On est une équipe, on est 4 personnes à prendre des rendez-vous. Et en fonction de là où vous habitez, vos horaires de disponibilité, etc., vous parlerez avec l'un de nous 4 qui prendra le dossier en main et qui ira jusqu'au bout, qui vous aidera à comprendre. On commence toujours par un call de 30 minutes. À la fin de ce call, vous savez déjà si vous êtes finançable ou pas, dans quelles conditions, quel montant, vous savez tout. Vous savez tout. Canon. Bah écoute, merci beaucoup Louis-Philippe. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais qu'on le fasse. Donc c'est vrai. Merci. Merci à toi.